Vous êtes toujours à l'écoute de Faut se le dire, on est ensemble sur Radio Occitanie jusqu'à 20h. Et vous le savez, toutes les semaines, nous avons un enregistrement avec une personne qui vient nous parler un petit peu de vous. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alliance Police. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors cette fois, c'est moi qui vais faire un petit peu le policier. Allons-y. Nom, prénom, fonction. Alors, Grégory Emous et je suis secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale en Haute-Garonne. Alors je vous ai fait venir parce qu'il y a énormément d'actualités. Côté police, c'est vrai qu'on a un pays qui en ce moment souffre de beaucoup de choses. On peut dire presque tous les mots, j'ai envie de dire de la terre, parce que la police ça va pas, la justice ça va pas, visiblement l'éducation nationale ça va pas, pour la santé ça va pas non plus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. J'ai une première question. Est-ce que la police est encore crainte aujourd'hui par les délinquants ? Alors, la police, est-ce qu'elle est crainte par les délinquants ? J'ai envie de vous dire non. Et ça se manifeste quasiment tous les jours dans, par exemple, des refus d'obtempérer, sur des interventions où on voit que nos collègues ne sont pas du tout respectés, ils sont insultés, on peut leur cracher dessus. Quotidiennement, on a ces actes-là. Les refus d'obtempérer, on en a, je crois, toutes les 30 secondes. Des interventions qui dégénèrent, on en a tous les jours et partout en France. La police n'est pas forcément respectée par tout le monde. Justement, donc refus d'obtempérer qui sont de plus en plus nombreux, qui ont créé des émeutes aussi quand ça se passe mal. Il faut savoir qu'il y a plus de refus d'obtempérer qui se passent bien plutôt que de refus d'obtempérer qui se passent mal. C'est ça, faut le rappeler. On parle toujours des trains qui arrivent en retard, jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Là, je pense que c'est important de le dire. Moi, je pense à ça justement. Il y a eu des émeutes. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que policier ? Alors, vous parlez, je suppose, des violences urbaines et des émeutes de l'été dernier. Mmh. Comment on a vécu ça ? Eh bien, on a vécu ça difficilement parce que c'était des violences urbaines assez particulières et très, très cossues quand même, qu'on avait rarement vécu ce niveau de violence. Nos collègues l'ont très très mal vécu. Il y a eu même des collègues qui ont été mis en examen sur ces violences urbaines. Ça a été très difficile pour nos collègues. D'ailleurs, chez nous, il y a eu une vague de contestation suite à tout ça, mais notamment, c'était par rapport à notre collègue qui avait été mis en examen et qui avait été mis en préventive, ce qu'on dénonçait. Donc nous, par rapport à tout ça, nous, syndicats de police, Alliance Police Nationale, ce qu'on souhaite pour nos collègues dans le futur, ce sur quoi on a eu quand même l'aval de notre ministre, c'est une protection juridique pour le policier. Pourquoi ? Parce que le policier, son métier, c'est pas un métier comme les autres. Le policier, quand il est dans son travail, sur toute une carrière de policier, on n'échappera pas aux morts, on n'échappera pas à la violence, on n'échappera pas aux coups qu'on prend. On va passer toute une carrière où, finalement, on va gérer quoi ? Toute la misère humaine. Donc quand on rajoute ça... Après, notre administration a toujours décrété et veut nous faire croire qu'on est des gens particuliers et qu'avant tout, on doit être gardien de la paix et qu'on doit être exemplaire en tout temps, en tout lieu. Ce que je peux comprendre, on doit montrer l'exemple. Mais par contre, on est des êtres humains comme les autres. Et ça, il va falloir l'entendre un jour. C'est-à-dire que comme tout un chacun, on a une vie personnelle avec ses tracas, avec ses aléas. Et forcément, quand on met ça en balance avec notre métier... Quand on a des problèmes dans notre vie privée, quand se rajoute à ça un travail où on est confronté à la violence, aux insultes, aux coups, je pense qu'on est une profession qui est plus prompte à avoir des comportements qui peuvent déborder, mais parce que c'est un amas de problématiques dans la vie personnelle et le fait de faire ce métier, voilà. Alors,
il ne faut pas croire que les policiers sont formés à tout ça. Ça, c'est faux. Il ne faut pas croire qu'on est des... Et ça, on parlera justement en formation, parce que la France insoumise tient parfois des propos un peu compliqués. Il ne faut pas croire qu'on est des gens qui sont formés à tout ce qu'on va rencontrer. C'est faux. Personne. La violence, elle a changé, elle a évolué. Moi, il y a encore un dîner de famille où on me disait que non, c'est pas vrai. Que c'est pas vrai quoi. Que la violence ça explose, qu'elle est de plus en plus forte et de plus en plus jeune surtout. Alors écoutez, moi, je peux vous en parler. Moi, j'ai 27 ans de police. Je peux vous dire que quand j'ai commencé, c'était pas tout rose. Mais je pense qu'actuellement, mes collègues sont confrontés à 10 fois plus de violence, 10 fois plus prennent 10 fois plus de coups. Je crois qu'on représente un quart des victimes d'agression. La police représente un quart des victimes d'agression. C'est quand même parlant. Oui, non, C'est-à-dire qu'on est confronté à la violence contre nous, la violence gratuite. Vous êtes devenus des cibles aujourd'hui ? Alors, on est des cibles de par le terrorisme, ça s'est manifesté déjà en 2015. On est des cibles avec le terrorisme, on est des cibles parce que quand on rentre dans des quartiers, on est une bande rivale, on est des cibles pour toute cette frange de personnes qui ne respectent plus rien. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont aucun respect pour la police, mais pour la France en général. Je veux dire, c'est des gens qui sont français, mais qui ne supportent pas la France, en gros. Alors, je parle d'une minorité, évidemment, je ne généralise pas ça. Mais oui, on est des cibles de la délinquance du quotidien, on est des cibles du terrorisme, on est des cibles, oui. Et de certains politiques aussi. Je sais que je remets souvent le couteau dans la plaie avec. On se rappelle quand même de certains partis politiques. Un certain parti politique qui est la France Insoumise, qui défilait quand même avec la famille Traoré et qui était là au moment où la famille Traoré chantait avec tout le monde déteste la police. Il y a eu une marche depuis contre l'antisémitisme où il y a eu une vidéo qui était contraire, qui était tout le monde ici aime la police. Vous l'avez vu cette vidéo ? Je n'ai pas vu cette vidéo, mais de toute façon, les sondages sont assez parlants. La très grande majorité des Français, ça se situe autour de 80%, a confiance en sa police. Évidemment, il y a cette frange-là, la France Insoumise, pour ne pas les nommer. Bon, ben écoutez, depuis le temps que M. Mélenchon dit, même de notre syndicat, qu'on est des factieux, que nous sommes des barbares, que nous sommes enfin, toutes les insultes possibles. De toute façon, bon, après, on a bien compris la ligne de conduite de la France Insoumise et son clientélisme, qui c'est qu'ils vont chercher. Ils vont chercher ceux à qui l'on fait face tout au long de l'année, nous. Donc forcément, on ne se préoccupe plus de ça. Franchement, c'est lamentable. C'est lamentable pour des députés, pour des gens qui représentent la nation, de s'en prendre à sa police comme ça, c'est lamentable. Donc on n'y fait même plus attention. Un trafic de drogue très fort, je pense notamment à Toulouse, le McDonald's qui va fermer ses portes, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs, qui ferme ses portes à Jeanne d'Arc. On ne parle pas d'un quartier sensible, on parle de l'hypercentre de Toulouse. Il va y avoir des drones également, la police, je crois, qui va, alors peut-être pas là, mais qui va être utilisés, ou qui sont déjà utilisés pour enrayer un petit peu le trafic de drogue. Il y a Bruno Pomar qui proposait ce matin de mélanger policiers et armés aussi pour aller démanteler des trafics de drogue. Et enfin, Mourad Boudjelal sur les grandes gueules qui lui répondait qu'il faudrait peut-être toucher au porte-monnaie justement des trafiquants plutôt que d'utiliser la force où finalement on se rend compte que ça sert à rien parce que depuis la French Connection ça n'a pas trop changé, j'ai l'impression, voire même ça s'est empiré, non ? Alors la French Connection, c'était pas... Je viens de Marseille, c'est pour ça que c'était pas du tout dans les mêmes... c'était pas la même époque et c'était pas les mêmes modalités de fonctionnement qu'à notre époque. Maintenant, le trafic de stupéfiants gangrène toutes les grandes métropoles, gangrène les villes moyennes,
On s'aperçoit sur le fait qu'il y ait des points de deal au centre-ville. En fait, les dealers s'adaptent à la clientèle, vont se mettre dans des endroits où ils vont vendre le plus. C'est ce qui doit se passer à peu près pour le quartier Jeanne d'Arc. Et évidemment, ça met à mal le commerce parce que ça crée du passage avec des gens qui sont parfois peu recommandables, des problématiques, même des incidents. On a même eu le cas à la fac à Rangueil où les dealers cachaient carrément la drogue à l'intérieur de la fac. À l'intérieur de la fac. Pour l'histoire pour l'histoire des drones, c'est un peu particulier parce que là aussi on a eu une petite problématique par rapport à ça. C'est-à-dire que sur le quartier Jeanne d'Arc, depuis la médiatisation, si vous voulez, de ce point de deal, on avait des collègues qui étaient en sécurisation et qui se sont dit, pourquoi on ne pourrait pas utiliser des drones, mais eux, c'était plus dans le... Alors, c'était pas pour faire de la prévention, c'était pour avoir pour choper du renseignement et se renseigner comment fonctionnait ce trafic, je pense, plutôt. Donc, savoir par des captations d'images où allaient les gens, où ils planquaient le stup, s'il y avait un appartement ou quelque chose de particulier, à savoir pour faire une affaire et pour faire une affaire qui fait tomber un réseau. Et qui dit, quand on fait tomber un réseau, évidemment, au moins pour un certain temps, parce que des fois les réseaux sont très vite remplacés, les commerces et les habitants du quartier peuvent retrouver un minimum de tranquillité. Voilà. La problématique, c'est que pour utiliser des drones, il faut en demander l'autorisation à la préfecture qui doit pondre un arrêté préfectoral, ce qui a été fait. Malheureusement, ce qu'on a dénoncé, nous, c'est que cet arrêté préfectoral, qui est obligatoire, qu'il soit pondu, c'est une chose. Maintenant qu'il soit envoyé partout par voie de presse pour prévenir qu'il va se passer ça de tel jour, de telle heure à telle heure et à tel endroit, forcément, sur les modalités où on voulait employer les drones, ça coupe l'herbe sous les pieds des fonctionnaires et forcément, ça ne va pas nous aider l'histoire d'annoncer ça en grande pompe. Donc on a un peu dénoncé la communication de la préfecture à ce sujet qui aurait pu être plus discrète pour qu'on puisse bénéficier de l'effet de surprise au moins sur une demi-journée. Voilà. Donc l'utilisation des drones, évidemment, avec un arrêté préfectoral et l'annonce de l'utilisation de ces drones en matière de stupéfiants et dans ce cas précis, ça ne va pas trop nous aider. Alors maintenant, ça peut aider dans d'autres domaines, à savoir par exemple le maintien de l'ordre, où effectivement le fait d'avoir un visu beaucoup plus important peut nous permettre d'appréhender les choses plus facilement. Mais sur ce coup-là, je crois que c'était à l'initiative de nos fonctionnaires, qui étaient très en colère d'ailleurs, du fait que finalement tout est tombé à l'eau. Donc je crois que les prochaines fois, ils se garderont bien de demander l'utilisation des drones, enfin dans ce cas précis, parce que forcément, ça n'amènera pas grand-chose. Si c'est annoncé en grande pompe, on ne va pas faire grand-chose. Oui, effectivement. Attention, on arrive, cachez-vous. Justement, est-ce qu'il y a un problème avec l'administration, la justice, la police, les gens de terrain, les gens de bureau ? L'administration police, vous parlez, ou l'administration en général, moi je pense beaucoup à la justice. Vous, par exemple, policier, j'ai déjà vu le cas plusieurs fois. Vous arrêtez quelqu'un. Oui. Voilà. Pour la Xème fois. Il passe devant un tribunal au bout de plusieurs mois. La justice met beaucoup de temps. Et ensuite, les 3/4 du temps, où il fait un petit passage en prison, où il est relâché, enfin voilà. Et vous retrouvez, une fois de plus, on voit le cas très souvent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ce côté-là, ou même justement le préfet qui annonce les drones, alors que... Mon secrétaire général, Fabien Manemelleric, avait jeté ce pavé dans la mare, mais qui finalement... en disant le problème de la police, c'est la justice, il avait dit. C'était un effet d'annonce, c'était peut-être un peu réducteur de l'annoncer comme ça. Il fallait développer derrière, évidemment. Mais en tout cas, ça a eu le mérite d'une chose, c'est que du jour où il a annoncé ça, cette annonce choc, entre guillemets, a médiatisé les choses, et depuis on en parle. C'est ça. Mais c'est depuis que lui a fait cette annonce-là qu'on en parle. Parce qu'avant, on n'en parlait pas tant que ça.
le problème de la police, c'est la justice. Oui, c'est-à-dire que... Mais quand on dit ça, on n'est pas en train on sait pertinemment que la justice a ses problèmes, que la justice manque d'effectifs, que la justice manque de moyens, que tout ça, on le sait. Quand on dit ça, on dit ça pourquoi ? On dit ça parce qu'on a l'impression que les sanctions pénales actuellement, et depuis très longtemps, ne correspondent pas à la réalité du terrain et des choses, tout simplement. C'est-à-dire que... Pour moi, personnellement, une sanction pénale doit mener quelque chose, doit mener, et en premier lieu, l'envie de ne pas recommencer. Mais quand vous vous retrouvez, alors je vais prendre l'exemple des mineurs, puisque c'est l'exemple le plus criant, avec des mineurs qui ne sont pas encore arrivés à leur majorité, qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras, la problématique, c'est qu'on est en train d'expliquer à ces gens-là, qui font des bêtises, que c'est pas bien, jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Après, ça change, mais bon, on leur a tendu la perche 100 fois déjà. Donc, il faudrait qu'on ait des sanctions pénales, c'est ce qu'on demande et qu'on martèle depuis des siècles et des siècles, j'ai envie de dire, des sanctions pénales à la hauteur des faits. Revoir cette délinquance des mineurs qui nous... On a l'impression que la justice ne s'adapte pas du tout à l'époque. Il faut connaître ce chiffre. 5% des délinquants créent 50% des crimes et délits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là sont en perpétuelle récidive. Donc ces gens-là, ne serait-ce que si vous les mettiez 1 an en prison, alors je parle avec des faits cohérents et une peine adaptée aux faits qui ont été faits, évidemment, qu'on soit bien d'accord. Mais si ces gens-là étaient mis hors de la société pendant 1 an, et bien si ça empêchait 4 ou 5 récidives, multiplié par le nombre de délinquants, on ferait baisser la délinquance. Mais là aussi, j'ai envie de dire l'état de la prison en France. C'est que des fois, justement, il se radicalise, que ce soit dans le crime. Quand on dit le problème de la police, c'est la justice. Ouais. Mais il faut bien avoir conscience aussi que les juges, les matins, quand ils arrivent, on leur dit il y a tant de places en prison aujourd'hui. Il y a 10 places en prison. Mais ça, c'est un non-sens. On ne peut pas dire ça. On ne devrait pas pouvoir dire ça. Il y a 10 places en prison. Donc, le travail du juge, ça va être quoi ? Ça va être de dire qu'est-ce que je vais avoir comme affaire dans la journée qui va être la plus grave voilà. Mais après, j'en ai plus de place. C'est fini. Donc, c'est un non-sens total. On devrait pas, les juges ne devraient pas avoir à choisir qui ils mettent en prison par rapport à un nombre de places en prison. Ils devraient avoir à juger les gens qui doivent aller en prison par rapport à ce qu'ils ont fait. Et s'il y en a 20 un jour, et s'il y en a 4 le lendemain, peu importe. Les places en prison, nous n'avons pas assez de places en prison. Maintenant, si on nous trouve une autre solution que la prison pour empêcher les délinquants de faire leurs méfaits, qu'on nous le dise et qu'on nous le propose, on prendra... Mais c'est vrai que mes collègues, il y a de quoi être décontenancé quand on s'aperçoit qu'on arrête dans l'année 4 fois le même gamin, 4 fois pour les mêmes faits, et que le gamin, il n'a toujours pas compris, il ne comprendra sûrement pas qu'est-ce qu'il a fait de mal, puisque chaque fois, on lui dit ce que tu as fait, c'est pas bien, il ne faut pas recommencer. Bon, en fait, je schématise et je caricature, évidemment. Mais à ce rythme-là, on ne va pas en avancer beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'on ne règle pas le problème. On règle pas le problème de la délinquance en France et de cette délinquance qui n'est pas assez sanctionnée, assez frustrée dans sa peine pour qu'il puisse lui passer l'envie de recommencer. Et d'aller en prison, bien sûr. C'est vrai la prison, c'est pas... Alors là, moi, je ne vais pas vous dire que la prison est une fin en soi. Mais la prison, au moins, ce mérite-là, c'est de sortir les gens de la société un temps donné, un temps défini. Je ne vais pas vous dire que la prison va arranger tous les maux tous les problèmes de la société. Mais la police ne va pas régler tous les problèmes de la société non plus. Parce qu'on a quoi ? À la base, je pense qu'on a un problème sur une frange de population d'éducation. À la base, l'éducation. Pourtant, ils vont à l'école, comme tout le monde. Normalement, il ne devrait pas y avoir ce problème d'éducation. Alors, je parle de choses à la marge, mais si on éduque un enfant en lui expliquant que la police, c'est des ennemis, quand ça sera un adulte, il pensera que la police, c'est des ennemis. En début d'interview, je disais craindre la police. En réalité, moi-même, quand j'ai rien à me reprocher, mais c'est vrai qu'il y a plutôt un respect, plus que de craindre. Je change le mot, ça serait plutôt respect. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de respect, ni envers la police, ni envers les pompiers, ni envers le SAMU, ni envers les enseignants.
On l'a encore vu, au-delà des attentats, on remontait, je regardais Hanouna hier, et il remontrait les images d'un gamin qui mettait un faux flingue en visant son enseignante. Oui. Un autre qui ouvre la porte de façon très vive, qui l'a fait trébucher. Enfin, pardon, j'ai que 32 ans, mais il n'y avait pas ça, moi. Pourtant, je viens du sud-est de la France, c'est un peu compliqué aussi. J'ai 50 ans, il n'y avait pas ça non plus. Et moi-même, quand je me fais arrêter sur un contrôle routier par les gendarmes, il me reste à moi cette peur du gendarme. Oui, c'est-à-dire que je n'ai rien à me reprocher, mais je ne suis pas tranquille quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et pourtant, je suis fonctionnaire de police. Bien sûr. Donc si tous les gens... même si rien n'est parfait, mais je ne suis pas parfait, mais si tous les gens avaient cette éducation, il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'on ne fait pas. Après, voilà, l'éducation, c'est ça, c'est mettre des limites. Mais quand on a des gamins qui n'ont pas de limites, quand on voit dans des quartiers des gamins qui ont 11-12 ans à 1h du matin, qui sont dehors, qui vivent dehors, en fait. Oui. Donc les parents, pour moi, après il y a des cas particuliers de mères isolées avec des ados qui sont durs à gérer, ça j'entends, je n'ai pas de souci là-dessus. Mais maintenant, quand un gamin il a 10 ans, 11 ans, qui joue dehors dans un quartier à minuit, qui c'est qui fréquente dehors à minuit dans un quartier qui est gangréné par le trafic de stupes, et quand on lui propose un jour, tiens, si tu fais ça, tu auras 50 €, et puis si tu fais ça, tu auras 200 €, et le gamin, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, le gamin? Oui, c'est là où il faut couper. Ce que je disais, le système économique. Tout part de l'éducation. Pour moi, tout part de l'éducation. On va pas régler, la police ne va pas régler tous les maux de la société. L'éducation, on va pas pouvoir, nous, on peut rien y faire. L'éducation nationale, on peut rien y faire. Mais on sait très bien que l'éducation nationale, pour les profs, il y a des endroits où c'est invivable. On a mal fait de retirer la police de proximité en disant, c'était Nicolas Sarkozy, la police n'est pas là pour jouer au ballon avec les jeunes, mais là plutôt pour faire respecter la loi. Est-ce que ça n'a pas enlevé des renseignements plus lointain que la police de proximité? Dans les années 80-90, on avait quelque chose qui s'appelait l'îlotage, les îlotiers. On avait ça dans les quartiers à Toulouse. C'était pas la même époque, c'était pas Mais enfin, à cette époque-là, on avait des collègues qui travaillaient dans ces quartiers, qui passaient la journée dans ces quartiers, qui connaissaient tout le monde, qui connaissaient tous les gamins, qui les voyaient grandir. Et à cette époque-là, on avait le pouls du quartier. On savait ce qui s'y passait, on connaissait les gens, mais parce qu'il y avait de la relation humaine. On a changé, on a pris un virage. C'était, je pense, à l'époque où Sarkozy, je pense, était venu. Là, il y a cette image-là, quand il est au commissariat du Mirail et qu'il explique qu'il ne faut plus jouer au foot avec ces gamins-là. Je pense que c'était pas... Je pense qu'on a trop tranché dans le vif. On est passé à toute autre chose. Revenir à ça serait très difficile. Pourquoi? Parce que on n'est plus dans les mêmes... ça, la situation on n'est plus dans les mêmes... dans le même contexte. On a ces quartiers pour le Mirail, les Isards, Palo, qui sont gangrénés par les stupes. Si on devrait remettre la police de proximité ou l'îlotage comme ça se faisait avant, ça serait très difficile. Pourquoi? Parce qu'on gênerait plein de choses. On gênerait le trafic de stupes. Ça serait très difficile pour mes collègues au début. On ne peut pas revenir à une police de proximité du jour au lendemain. C'est pas possible parce que ça en est trop éloigné. Oui, aujourd'hui, ils tirent dans le tas en se moquant de qui se fait tirer dessus. Je parle des dealers, on a vu les règlements de compte qui sont abominables. Il y avait une fille qui était dans sa chambre qui s'est fait tuer par balle. Ce qui existait à l'époque, c'était que les familles, les gamins de ces cités, ils connaissaient les policiers qui étaient sur place et ils grandissaient avec ces policiers. Et ces policiers n'avaient pas forcément vocation à faire du chiffre. On n'avait pas de politique du chiffre à l'époque. Ces policiers, c'était un peu le pouls du quartier, mais c'était ça servait beaucoup à renseigner sur le quartier. Et quand il se passait quelque chose dans le quartier, vous pouvez être sûr que le policier, lui, savait qui c'était, qui avait fait, et qui, comment, pourquoi. Ça, on l'a perdu. On a perdu ça, je pense. Même si on a du renseignement qui marche oui, bien sûr. Très bien, mais ce n'est pas la même chose. On a perdu cette relation humaine. Alors, moi, je ne suis absolument pas contre cette proximité qui a mené quand même à ça, et qui a mené aussi un rapport police-population qui était
qui était autre que celui qu'on a maintenant. Ça, on ne voyait pas que la police que quand il y avait des faits graves ou des choses comme ça, ou pour empêcher un trafic non, mais ou des violences. Les gens connaissaient leurs policiers dans les quartiers. Ouais. Voilà. Et puis ces policiers-là, c'était pas des policiers répressifs. C'est ça. C'était plus ou moins voulu, parce Ouais. que c'était mieux qu'ils passent pour le gentil policier, et puis ça permettait vraiment de savoir ce qui se passait dans les quartiers, d'avoir le pouls de ces quartiers, ce qu'on a sûrement perdu en route. Oui. Mhm. Mais ça serait suicidaire de remettre cette chose-là de cette façon-là du jour au lendemain, parce que mes collègues ils se feraient agresser et massacrer au hasard, protéger une caméra de surveillance et se faire brûler dans la voiture. Par exemple. Voilà. Voilà. Non, parce que c'est vrai que... Alors après, il faut remettre ça dans le contexte Oui. d'une époque et d'une autre. Dans les années 80-90, on n'était pas à ce niveau de violence, on n'était pas à ce niveau de trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est sans foi ni loi. Oui, je parlais de la French tout à sans l'heure. foi ni loi pour certains. Je pensais à Zampa. Bon, ils s'en prenaient pas à la famille du juge Michel ou de voilà. Il y avait pas. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, on se fout de savoir qui est touché, quoi. C'est-à-dire que le grand banditisme de l'époque, entre guillemets, avait un code d'honneur à pas tuer de flics, à pas tuer de. Donc, voilà. Maintenant, c'est du trafic de stupéfiants avec des gens qui n'avaient pas peut-être la carrière de délinquants avant qu'avaient ces grands bandits de l'époque. C'est absolument pas comparable. Maintenant, on a des gens qui ont accès à des armes plus facilement, on a des gens qui ont accès à tellement de choses et qui se jettent. J'ai encore vu un reportage. Ces gamins, 25 ans, qui vous expliquent qu'ils préfèrent vivre riches et jeunes, et pas longtemps, plutôt que de vivre la misère toute leur vie. Bon, en gros, je schématise, je caricature, mais quand on entend ça, on comprend bien qu'il y a des inversions de valeurs qui sont quand même catastrophiques, quoi. Donc, c'est très inquiétant, ce genre de discours. Là, nous sommes en pleine alerte attentat depuis longtemps, mais c'est revenu encore récemment. Où est la place de la police ? Est-ce que vous devez... J'imagine qu'il y a des effectifs partout, de plus en plus, comme si déjà c'était pas assez compliqué. Non, mais, les effectifs... Vous dormez ? Comment ? Est-ce que vous dormez ? Est-ce que les policiers ont le temps de dormir, de se reposer ? Alors les policiers, ça fait des années qu'ils sont suremployés et qu'au gré des événements et de l'actualité, les missions se rajoutent. Donc nous avons quoi ? Nous avons, à l'exemple de Toulouse, nous avons notre délinquance du quotidien, que nous gérons tant bien que mal. On a eu des apports d'effectifs qui nous ont permis plus ou moins bien, alors on ne travaille pas dans le confort, attention, de renforcer la voie publique. On a encore énormément de peine dans le judiciaire. Dans le judiciaire, on n'est pas calibré pour absorber tout le judiciaire d'une grande métropole comme Toulouse. Ça, je le maintiens. Même si les taux d'élucidation ont augmenté un petit peu, mais on n'est pas calibré. On n'est pas calibré pour absorber tout le judiciaire qui se passe. Donc ces missions se rajoutent à la délinquance du quotidien, et délinquance du quotidien qui nous suffit bien à nous employer toute la journée. Donc on n'a pas besoin du reste. Alors quand on vous rajoute une Coupe du Monde... Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, on va y arriver. Ouais. Quand on vous rajoute une Coupe du Monde, quand on vous rajoute des missions maintenant avec les événements actuels de garde, de synagogues, d'écoles juives, voilà. C'est-à-dire qu'on a notre délinquance du quotidien, qu'on gère tant bien que mal, et tout ça qui se rajoute. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps qu'on passe à garder, alors qu'on me comprenne bien, notre mission, garder des synagogues, est aussi importante que les autres, c'est pas le souci, mais quand on fait ça, on ne peut pas être ailleurs. Moi, j'ai des collègues qui se plaignaient, pas forcément de faire ces gardes statiques, ils se plaignaient de faire ces gardes statiques parce qu'ils pensaient qu'ils laissaient libre cours à leur quartier où le stupéfiant, les stupes, le trafic se développe. Et mes collègues ont l'impression pas de laisser faire, mais ils ont l'impression que quand ils sont plus là, il faut recommencer tout à zéro, quoi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, cette impression-là. Donc forcément, on gère tant bien que mal notre délinquance du quotidien, mais quand il y a la Coupe du Monde qui se rajoute, quand il y a des gardes statiques qui se rajoutent, quand il faut
suite à l'assassinat de ce pauvre professeur, faire des passages devant les établissements scolaires. On ne peut pas être partout, c'est pas possible. On n'est pas assez nombreux en France pour être partout et à tous les endroits possibles. Donc cette surcharge de travail, elle crée quoi? Mais elle crée aussi en plus des décalages pour nos collègues, des heures supplémentaires. En fait, on est suremployé depuis de nombreuses années. Donc les policiers, ils commencent à fatiguer lourdement. On a cette échéance des JO. Personnellement, la Coupe du Monde, on a eu cette vague impression que c'était surdimensionné. Le dispositif était surdimensionné. Voilà. Ils ont confondu foot et rugby, je crois. Je suis une terre de football. Hein, alors, je pense que c'était un bon entraînement pour les JO, surtout. Ouais. Pour assurer la foule, peut-être, aussi. Mais moi, je suis un peu du même avis que vous. On ne peut pas comparer une Coupe du Monde de foot à une Coupe du Monde de rugby. Sur une Coupe du Monde de rugby, on ne verra jamais des supporters à Brevet-de-Vière en centre-ville se bagarrer contre les supporters de l'équipe adverse et tout casser en centre-ville. Ce qui arrive à la marge sur une Coupe du Monde, mais qui était arrivé, par exemple, à l'Euro, je me souviens, 2016 en France, à Marseille, je crois, des Anglais qui avaient tout cassé, quoi. Dans le rugby, on n'a pas ce genre de comportement de Marseille supporter. Pareil, on n'a pas ce fanatisme du supporter dans le rugby, comme on peut l'avoir dans le foot. Voilà. Et concernant les JO, évidemment, on va être encore une fois mis à rude épreuve. Donc, d'ailleurs, on a eu récemment, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, un conseil directeur exécutif de notre syndicat, où notre secrétaire général, on a pondu une motion pour notre ministre en lui disant qu'on avait plein de choses à régler. On a mis un ultimatum en lui disant qu'avant le 31 décembre, il y avait quand même beaucoup de choses à régler et qu'il fallait que ça bouge parce qu'on avait des JO et que les JO, on allait être suremployés parce qu'on a 100%, quant à présent, ce qu'on dénonce, mais on a 100% de présents sur une période estivale quand même. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne dans la police quant à présent, j'espère que ça sera amoindri, mais qui pourra poser de congé. C'est-à-dire qu'on va envoyer des renforts de province en région parisienne qui vont être employés. Donc, à événements exceptionnels, nous aussi, on aimerait qu'on ait des primes exceptionnelles, par exemple, qu'on pense à nous, qu'on améliore nos salaires, qu'on améliore des choses pérennes. Toutes ces choses sur les derniers protocoles, des choses qui ont été promis, qui ne sont pas encore arrivées, des choses qui ne sont pas réglées, des grilles indiciaires qui ne sont pas cohérentes. On a plein de choses à régler. Alors on aimerait bien que ça se règle une bonne fois pour toutes avant les JO, parce que sinon, nous aussi, on pourra y mettre de la mauvaise volonté. L'avertissement est passé. Mais c'est vrai que les policiers, en plus, c'est par rapport au travail que vous fournissez, au risque que vous prenez. C'est pas bien payé un policier aujourd'hui. Bon, il y a la vocation en premier. On fait pas policier par hasard. Hein. On se dit pas tiens, je cherche un boulot, je vais faire policier. Par vocation, mais souvent ceux qui le font par vocation sont un peu déçus des fois aussi. Mais oui, on s'engage pas ou on reste pas dans un métier comme ça si on n'a pas la foi, quoi, parce que tout ce qu'on vient d'évoquer précédemment fait que si on n'est pas animé quand même par un esprit de justice, par un esprit, je caricature, mais de défense de la veuve et de l'orphelin, on ne tient pas dans ce métier. On ne peut pas continuer, quoi. Et alors, Alliance Police a un référent national LGBT. Oui. J'ai vu passer, vous êtes les premiers à agir pour ne pas subir. Oui. C'est vrai que vous êtes le premier syndicat à mettre ça en place. On est un syndicat parce qu'on est un syndicat pour tous les policiers. Donc des policiers, nous avons des policiers qui sont homosexuels, nous avons des policiers... donc on est un syndicat de tous les policiers. Donc évidemment qu'on a une vue particulière sur ces gens-là pour pas qu'ils ne soient... Pour pas qu'il y ait de problème dans notre corporation par rapport à tout ça. Donc, non, moi, ça me semble tout à fait normal. On s'adapte à la société à laquelle on vit, tout simplement. Alors, je dis ça parce que justement, moi, une fois, on avait reçu David Liraud il y a longtemps, dans Faut se le dire. On me disait quoi? Mais tu reçois, oh mon Dieu, Alliance Police, syndicat. Alors, on m'a tout tombé. Mais pour beaucoup de gens, moi, je suis d'extrême droite aussi, je suis horrible. Voilà, tout simplement parce que je parle beaucoup de sécurité, d'insécurité notamment, et surtout pour protéger tout le monde. Voilà. Et on m'a dit, tu reçois Alliance Police, attention, c'est la droite de la droite. Alors
C'est pas vrai du tout. Non. Enfin, Je sais pas si dans mon discours que j'ai eu jusqu'à présent, vous avez l'impression que je suis... Ah, moi non, mais on a le même. que je suis un nazi refoulé. J'ai pas l'impression. Non, un syndicat est apolitique, déjà. Commençons par là. Voilà. Dans le syndicat, on peut avoir tous nos propres idées, mais un syndicat, il est là pour défendre sa corporation et ses collègues. Il n'est pas là pour faire de la politique non plus. Maintenant, parfois, on y est mêlé. Pourquoi ? Parce qu'on se fait agresser par des politiques aussi. Bien sûr. En même temps. Alors, évidemment, ces gens-là se gargarisent de dire que l'Alliance Police Nationale est un syndicat d'extrême droite, ce qui est absolument faux. C'est totalement faux. Enfin, je le dis, en plus, dans le journaliste un peu. Là, c'est vraiment, mais faux de chez faux. D'ailleurs, il faudra m'expliquer ce qu'est l'extrême droite. Vous me côtoyez à moi, vous voyez bien qu'on n'est pas là. Et même quand on parle à Nof, on ne tient pas des discours d'une... je sais. Extrême. Absolument pas. Absolument. Non, mais voilà, je voulais démystifier ça. Parce que je sais qu'on m'a souvent embêté par rapport à ça. Me dire, oui, mais tu vois, alors à chaque fois, je déforme. Parce que ça, je dis, ce n'est que le jeu de la France insoumise qui déclare que voilà. nous sommes les barbares, c'est les policiers, mais le syndicat Alliance Police Nationale, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas nous voir en peinture. Mais ça, pour vous rassurer, je comprends, mais si ça peut les rassurer, l'inverse est vrai aussi. On a beaucoup de mal avec eux. Bien sûr. Pour vous rassurer, j'avais reçu l'autre syndicat SGP Police, Force Ouvrière, et même là, on m'a dit attention, Force Ouvrière. Bon, oui. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Après, quand on est affilié à Force Ouvrière, alors évidemment, c'est difficile de oui, on pourrait penser que ça penche plus à gauche, mais un syndicat, pour moi, est apolitique, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Vous êtes là pour défendre votre corps de métier, et voilà, exactement. Et puis, on n'a pas de position, voilà. Alors après, on a des modalités, des façons de fonctionner différentes entre syndicats. Nous, c'est vrai qu'on tape fort. Le problème de la police, c'est la justice, ce genre de choses. Et que nous, on ne tergiverse pas quand il s'agit de défendre nos collègues. Oui, les mots sont dits, on appelle ça des mots moteurs pour faire réagir. Un peu plus mou du genou. Nous, on tape dedans, on tape fort. Mais c'est notre manière de faire, c'est notre ligne de conduite. Et s'il faut rentrer en guerre, le mot est un peu fort, mais s'il faut mettre la pression à notre ministre, ce qu'on est en train de faire pour obtenir des choses, eh bien on le fait. On le fait parce que les collègues, depuis des années, attendent un peu plus de reconnaissance, un peu plus de respect de par le métier qu'ils font. Parce qu'on le répète, on ne fait pas un métier comme les autres. Exactement. Grégory Mousse, merci d'avoir été avec nous. Alliance Police Haute-Garonne, et on vous retrouvera prochainement. On reviendra peut-être avec grand plaisir. Pour faire un petit point sur les JO et tout ce qui arrivera. Voilà. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à revenir vers Radio Occitanie. Il faut se le dire dès qu'il y a des choses qui se passent et que vous avez envie d'en parler. Merci beaucoup. Merci à vous.